Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Cette édition est consacrée à l'urbanisation durable en Afrique. L'Afrique, un continent à forte croissance démographique et économique, fait face à un défi majeur, celui de l'urbanisation rapide et de la nécessité de la rendre durable. En 2050, près de 70% de la population africaine vivra en milieu urbain, contre 40% en 2020 selon les prévisions des Nations Unies. À cet effet, la Banque mondiale estime qu'une gestion efficace de l'urbanisation pourrait accroître le PIB de certaines régions de l'Afrique subsaharienne de 3 à 5% par an. Philomène Tine nous en dit plus. La population urbaine en Afrique devrait atteindre 1,69 milliard en 2030 et 2,5 milliards en 2050 selon les prévisions des Nations Unies. Selon la Banque africaine de développement, cette urbanisation rapide constitue un levier stratégique pour la transformation du continent en contribuant au développement des économies locales, à la création d'emplois et à la stimulation de l'innovation. De plus, l'urbanisation pourrait jouer un rôle central dans l'intégration régionale, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, facilitant ainsi la circulation des biens, des services et des investissements à travers le continent. Comme vous le savez tous, le logement et l'infrastructure urbaine sont essentiels pour l'agenda de développement de l'Afrique. La population urbaine en Afrique devrait dépasser les 50% d'ici à 2050. Alors, nous devons mobiliser des ressources pour favoriser des investissements accrus dans des logements abordables afin de faire face à l'urbanisation rapide en Afrique. L'urbanisation en Afrique offre des opportunités majeures pour répondre aux besoins croissants des populations, mais cela nécessite des politiques et des investissements adaptés dans des secteurs clés tels que l'éducation, l'emploi, la santé et des structures de gouvernance inclusive. En investissant dans ces domaines, les pays africains peuvent favoriser un développement durable et inclusif. La technique a été de créer des brigades d'intervention des infrastructures. Et nous allons poursuivre au cours de ces 5 années dans ce processus pour que dans toutes les régions, nous puissions quand même pouvoir rallier le maximum de chefs-lieux de province et que nous puissions faire écouler nos marchandises et que les personnes puissent se déplacer sereinement. Dans le domaine de l'urbanisme, nous sommes dans un processus de pouvoir redessiner nos villes. L'urbanisation en Afrique génère des avantages économiques significatifs, en grande partie grâce aux infrastructures qui soutiennent cette croissance. Selon la BAD, l'urbanisation est responsable de près d'un tiers de la croissance du produit intérieur brut par habitant du continent. Pour maximiser ces bénéfices, il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes et de renforcer les institutions locales et nationales. Le modèle de financement des infrastructures a toujours été traditionnel. Ce sont les budgets de l'État, ce sont les appuis des partenaires multilatéraux et la plupart ce sont des dons et en don vous ne l'avez pas quand vous le voulez. Mais maintenant qu'on ouvre les rapports au secteur privé, on ouvre les rapports aux banques, que ce soit nationales, internationales, aux banques commerciales, mais pourquoi pas pour des investissements qui peuvent avoir un retour. Pour les décideurs africains, l'urbanisation soulève d'importants défis en matière de planification, de gestion et de financement de la croissance urbaine, tant au niveau local que national. Parmi les enjeux majeurs figurent l'accès au logement, la gestion des ressources naturelles et des déchets, ainsi que la mobilité urbaine et les infrastructures de transport. Le changement climatique menace grandement les pays africains, déjà vulnérables en raison de leur forte urbanisation et de leurs infrastructures fragiles. En réponse, certaines métropoles réinventent leur développement urbain. Des pays comme le Rwanda et le Congo lancent des initiatives ambitieuses pour intégrer l'écologie dans l'urbanisme. Cependant, ces efforts font face à des défis majeurs, notamment le manque de financement et la dépendance à l'aide internationale. Plus de précision avec Marie-Roger Kouawo.
Le changement climatique affecte de manière disproportionnée plusieurs pays d'Afrique. En raison de la forte urbanisation et des infrastructures souvent vulnérables, les populations urbaines sont de plus en plus exposées aux inondations, aux vagues de chaleur et à d'autres catastrophes naturelles. Face à ce défi, de nombreuses villes du continent mettent en place des stratégies pour devenir plus vertes et résilientes. Ces initiatives visent à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles et à renforcer la capacité des villes à faire face aux impacts du changement climatique. Conscient de ce que le salut de l'humanité résidait dans la préservation et la densification de la forêt, nous avons institué depuis 40 ans la Journée nationale de l'arbre. Le 6 novembre de chaque année, tout Congolais a-t-il l'obligation de planter au moins un arbre d'essence fruitière ou forestière. Le concept de ville verte repose sur la création d'espaces écologiques intégrés à l'urbanisme. Des pays comme le Maroc, le Rwanda ou le Congo montrent la voie avec des projets d'agriculture urbaine, de plantation d'arbres et d'éco-bâtiments. En 2024, le Rwanda a intensifié ses efforts pour financer la transition écologique, visant à mobiliser 6,2 milliards de dollars d'ici 2030. Mais la transition vers des villes durables nécessite de repenser totalement la manière dont les espaces urbains sont construits, avec une priorité à la nature, à la gestion de l'eau et à l'énergie renouvelable. Si les quartiers informels croissent plus vite, elles attirent moins d'investissements. Comment faire pour que ce biais de perception qui veut que l'informalité soit un problème et que l'informalité qu'on appelle ici le problème parce que ce n'est pas conforme à la ville formelle, qui est la ville vue d'ailleurs, la ville fantasmée, la ville occidentale, la ville de Dubaï. Tant qu'on n'a pas vu, on n'a pas dépassé ces biais-là, on ne pourra pas rendre performante l'humanisation en Afrique. Malgré les efforts, les défis demeurent. La dépendance des pays africains aux financements internationaux pour la transition écologique est un enjeu majeur. La transition écologique en Afrique exige des investissements considérables, mais qui parfois sont insuffisants. La COP29, tenue à Bakou en Azerbaïdjan en novembre 2024, a abouti à un accord sur un financement climatique annuel de 300 milliards de dollars. Un accord qui, selon les pays en développement, pointe un manque d'ambition de la part des pays riches. L'amélioration de la gouvernance financière semble essentielle selon les experts pour réussir la transition écologique. En matière de lutte contre le changement climatique, trop souvent de réunions, trop souvent de forums, trop souvent de conférences et peu d'actions concrètes. L'Afrique, bien qu'elle émette moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. L'adaptation au changement climatique devient donc une priorité cruciale pour les pays africains qui doivent trouver des solutions pour protéger leur population et leurs économies. Avec une croissance de 4,8% en 2024 et des investissements étrangers atteignant 300 millions de dollars américains, le Burundi s'impose comme un acteur clé en Afrique de l'Est. Porté par l'agriculture et des progrès sociaux notables, le pays vise l'industrialisation pour réduire un chômage urbain de 17% et créer 50 000 emplois d'ici 2025, un reportage de Philippe Akoua. Le Burundi, avec une croissance projetée à 4,8% en 2024, serait défini comme un acteur stratégique en Afrique de l'Est. Cette dynamique est portée par des investissements étrangers croissants, atteignant selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 300 millions de dollars cette année, notamment dans les infrastructures. Le document de la vision Burundi, pays émergent 2040, pays développé 2060, et cette vision trace aussi les objectifs à atteindre, les indicateurs. C'est-à-dire maintenant, nous savons où nous allons, nous avons des objectifs à atteindre et ça nous sera facile. Il y a un plan alors stratégique qui s'inspire aussi du plan national de développement qui commence par ce plan qui va jusqu'en 2027. 2027, on va continuer étape par étape et nous allons arriver. L'agriculture, représentant 30% du PIB, demeure le moteur de l'économie. En 2024, les exportations de café et de thé ont généré 190 millions de dollars, renforçant la balance commerciale. Cependant, les défis liés à la modernisation du secteur freinent une meilleure productivité. Le secteur agricole, vous savez, mon slogan, c'est chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche doit avoir de l'argent. C'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Ici au Burundi, plus de 80% de la population burundaise est employée dans le secteur agricole. Et maintenant, nous voyons que
les résultats commencent à se voir, même si nous n'avons pas une technologie avancée. Le Burundi assure la sécurité alimentaire. Sur le plan social, le Burundi a réduit son taux de pauvreté de 1,5% grâce à des programmes de filets sociaux. Selon l'UNESCO, l'accès à l'éducation primaire est passé à 92%, une amélioration notable soutenue par des partenariats avec des ONG et des investissements publics renforcés. Le Burundi s'est engagé dans des réformes, que ce soit politiques et économiques. Mais la stabilisation de la politique, c'est la première chose. Vous savez, nous avons les piliers aussi de développement, de ce plan de développement. L'engagement de l'État, il y a l'engagement politique, la bonne gouvernance. Maintenant, le Burundi commence à être parmi les meilleurs pays qui assurent la bonne gouvernance. Malgré ces progrès, le Burundi reste confronté à un taux de chômage urbain élevé à 17% en 2024. Les dirigeants misent sur l'industrialisation et des politiques d'inclusion pour créer 50 000 emplois d'ici fin 2025 à travers des zones économiques spéciales en cours de construction. Dans l'actualité de nos régions, en Afrique australe, la SADC intensifie la coopération régionale et milite pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe. En Afrique de l'Ouest, le comité administratif et financier de la CEDEAO se penche sur la cohésion régionale, les défis actuels et l'évaluation des projets en cours. En Afrique de l'Est, l'IGAD et le ministère ougandais des Terres ont réuni des jeunes leaders afin d'encourager leur participation à la gouvernance foncière et au développement durable. Le 6 décembre 2024, la SADC et ses partenaires de coopération internationale ont tenu une réunion virtuelle pour renforcer la coopération au développement et l'intégration régionale. Les discussions ont mis en avant l'importance de la transparence, de l'harmonisation des efforts et de la mise en réseau des acteurs. Les délégués ont réitéré l'appel pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe, soulignant son impact pour le développement économique. La SADC a également mis l'accent sur la mobilisation de ressources pour des projets stratégiques, notamment dans les domaines de l'infrastructure, du développement humain et de la gestion du changement climatique. Lors de la 36e réunion du comité administratif et financier de la commission de la CEDEAO tenue à Abuja du 3 au 9 décembre 2024, la vice-présidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de la commission de la CEDEAO, Damien Chinchi Bidja, a indiqué que la force de la commission réside dans la cohésion et son unité face aux défis. Le comité administratif et financier de la commission de la CEDEAO, évaluant la mise en œuvre des projets de la CEDEAO, les défis actuels et les stratégies pour renforcer l'intégration dans la région ouest africaine, ont été au menu des échanges. L'événement a également été marqué par le lancement des préparatifs pour la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO en 2025, dont une série d'activités pour commémorer le jubilé d'or tout au long de l'année 2025 seront lancées au Ghana et au Togo. Le 9 décembre 2024, l'IGAD et le ministère ougandais des Terres ont réuni des jeunes leaders pour discuter de l'amélioration de l'engagement des jeunes dans la gouvernance foncière. L'objectif est de renforcer la gestion des connaissances et d'encourager les jeunes à s'impliquer dans les questions foncières pour favoriser un développement durable. Des initiatives numériques seront mises en place pour sensibiliser et promouvoir la participation des jeunes. Madame Naomi Kabanda, directrice de la gestion foncière, a souligné l'importance d'intégrer les jeunes dans les processus décisionnels. Le 9 décembre 2024, la France et la Guinée-Bissau ont insufflé une nouvelle ère dans leurs relations à l'occasion de la visite à Paris du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Les deux chefs d'État ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération bilatérale en vue de relever les défis communs et promouvoir la paix et la prospérité. Marie-Raphaëla Tolo nous apporte plus de détails sur cette question.
Afin de renforcer ces relations bilatérales et de promouvoir les échanges commerciaux avec des partenaires internationaux dont la France, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, s'est entretenu le 9 décembre 2024 avec le président français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée en France. Dans une déclaration conjointe, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines tels que la transition énergétique, la santé, l'éducation et la culture. Après la visite historique que vous avez effectuée à Bissau en juillet 2022, la mienne aujourd'hui à Paris, c'est l'expression de notre commune volonté de consolider les liens que unissent nos deux pays, élargir nos échanges notamment dans le domaine économique, académique et culturel et scientifique. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de la France à accompagner la Guinée-Bissau dans ses efforts de stabilisation, d'amélioration de la sécurité et du soutien à la gouvernance démocratique. Le renforcement des relations culturelles à travers la francophonie ont également été abordés par les deux dirigeants. Et je confirmerai également le soutien de la France à travers la stabilisation de la Guinée-Bissau, à travers une aide budgétaire comme cela a été le cas lors des années précédentes. Je salue en particulier le dynamisme de la coopération culturelle à travers aussi la francophonie, comme en témoigne l'ouverture prochaine du lycée français à Bissau. Et je veux ici saluer également la place importante de la langue française dans votre pays, comme en témoigne le nombre croissant de francophones. Sur le plan commercial, les échanges entre la Guinée-Bissau et la France demeurent très faibles. D'après les douanes françaises en 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays sont restés stables à environ 5 millions d'euros, en légère hausse de 2% par rapport à 2022. Soulignons cependant que les principaux produits exportés par la Guinée-Bissau sont les noix de cajou, représentant environ 90% de ses exportations totales, suivies du poisson et des crevettes. Je vais ici maintenant saluer le soutien de la France aux efforts de développement durable de notre pays, notamment son appui financier qui nous permet de combler notre déficit budgétaire et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Notons toutefois que le président Umaro Sissoco Embalo a également à cette occasion salué le soutien de la France aux efforts de développement durable de son pays, notamment son appui financier qui permet de combler le déficit budgétaire de la Guinée-Bissau et d'améliorer les conditions de vie des concitoyens bissau-guinéens. La 9e édition du Salon et Conférence internationale du pétrole de l'Afrique subsaharienne se déroulera du 11 au 13 février 2025 à Lagos au Nigeria. Accueilli par la Petroleum Technology Association of Nigeria, cet événement mettra en lumière des opportunités de projets dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie, offrant une plateforme essentielle pour faire avancer les ambitions énergétiques du continent. Du 22 au 28 février 2025, la 57e session de la Commission, comprenant la réunion annuelle de la conférence des ministres, se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie. Ceci sur le thème « Faire progresser la mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, proposition d'action stratégique transformatrice ». Sous le thème « Stimuler la création d'emplois et la croissance économique grâce à des solutions durables, inclusives et fondées sur la science et des données probantes pour l'agenda 2030 et l'agenda 2063 », la 11e session du Forum régional africain pour le développement durable se tiendra du 9 au 11 avril 2025 à Kampala en Ouganda. Se déroulant après le sommet de l'avenir, le forum régional est une opportunité de réfléchir aux résultats du sommet et de définir des actions concrètes pour leur mise en œuvre. Présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, Amina Mohamed est la vice-secrétaire générale des Nations Unies, de nationalité nigérienne. Elle voit l'égalité des sexes et l'éducation comme des leviers essentiels pour favoriser le développement de l'Afrique, suivant son portrait avec Nana Kamsuko.
Amina Mohamed est vice-secrétaire générale des Nations Unies et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Avant sa nomination en janvier 2017, Madame Mohamed était ministre de l'Environnement de la République fédérale du Nigeria, où elle a dirigé les efforts du pays en matière d'action climatique et de protection de l'environnement. Madame Mohamed a rejoint les Nations Unies pour la première fois en 2012 en tant que conseillère spéciale de l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon, chargé de la planification du développement pour l'après 2015. Elle a dirigé le processus qui a abouti à un accord mondial autour de l'agenda 2030 pour le développement durable et la création des objectifs de développement durable. Developing economies are exacerbated by what we would say is a new bad norm. Les économies en développement sont exacerbées par ce que nous appellerons la nouvelle mauvaise norme de faible investissement et de faible croissance, ainsi que par la stagnation des progrès en matière d'objectifs de développement durable. Alors que nous sommes à mi-parcours des objectifs de développement durable et que nous achevons la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, notre programme de développement durable risque d'être voué à l'échec. Nous pouvons constater des avancées significatives vers les jeux du développement durable, mais elles restent fragiles. Amina Mohamed appelle à une transformation de l'éducation. L'éducation étant en crise dans le monde entier et laissant de nombreux enfants à la traîne, il faut s'engager à les ramener à la bercaille, a insisté la vice-présidente lors de l'événement de haut niveau sur l'éducation organisé dans le cadre de la passerelle mondiale de l'Union européenne tenue le 14 avril 2024. Elle a rendu un hommage particulier aux habitants de Gaza où la guerre prive des enfants d'éducation. De nombreuses initiatives voient le jour dans les domaines clés tels que les systèmes alimentaires, l'énergie et l'éducation. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'intensifier nos efforts, de développer nos partenariats et d'accroître nos investissements. En tant que défenseur de l'égalité des sexes, Amina Mohamed a mené plusieurs projets visant à donner aux femmes une voix dans la société. Pour relever les défis, la secrétaire générale adjointe a au fil des ans renforcé les efforts visant non seulement à garantir les dimensions de l'égalité entre les hommes et les femmes soient prioritaires dans tous les travaux, mais aussi à appliquer des mesures ciblées pour veiller à ce que les filles et les personnes les plus vulnérables ne portent pas de fardeau le plus lourd et qu'elles soient protégées. Grâce au progrès des OMD, à la fois lents et inégaux, l'égalité entre les hommes et les femmes a progressé. Les disparités en matière de scolarisation entre les garçons et les filles sont en train d'être éliminées dans la plupart des régions en développement. La participation politique des femmes a continué d'augmenter, mais aucun pays au monde n'a encore atteint l'égalité des sexes. Madame Mohamed s'est vue décerner plusieurs doctorats honorifiques et a été professeure auxiliaire donnant des conférences sur le développement international. Lauréate de plusieurs grands prix internationaux comme le Global Citizen des leaders mondiaux, elle a siégé dans de nombreux conseils consultatifs et groupes d'experts internationaux. C'était l'African Union Journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24 TV.